Bienvenue, guerre civile syrienne, partie 3. Donc, on s'était rendu jusqu'au début 2014, comprendre ce conflit très complexe. En début de l'année 2014, on peut tracer certains constats de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant sur cette étude de cas. Premier constat, l'Occident n'interviendra pas. C'est assez clair. Si elle aurait voulu intervenir, elle l'aurait fait bien avant 2014. La guerre civile, on l'a vu, a commencé en 2011. Les États-Unis en tête, même si la Syrie utilise des armes chimiques, c'est prouvé, à l'été 2013, va trouver une résolution pour ne pas intervenir militairement contre Bachar al-Assad, contre l'État syrien. Deuxièmement, on sait que l'État syrien et Bachar al-Assad ont un appui de taille, oui, l'Iran, mais surtout la Russie. La Russie qui l'appuie. Au tout début du conflit, un petit peu à distance, c'était son allié traditionnel, mais les Russes étaient assez réalistes, voyaient que le tapis commençait à se dérober sous les pieds d'al-Assad. Début 2014, par contre, al-Assad est encore au pouvoir, il s'y accroche, et on commence à voir les premiers germes de renversement de situation, mais encore très, très marginal. Troisièmement, c'est assez clair comme constat, la Syrie est au centre d'une joute, d'une lutte géopolitique très intense. Dans la région du Moyen-Orient, on voit Iran, Syrie et Russie s'allier entre eux. On voit d'un autre côté un contre-camp. On voit la Turquie, l'Arabie saoudite et le Qatar, des puissances sunnites, qui vont s'unir pour armer les rebelles avec l'aide des États-Unis et le Title 50 qu'on a vu, qui a été promulgué par le président Obama. C'est le constat 2014. La situation semble un peu figée 2014 et va survenir par contre un point tournant qui va dégeler, qui va changer vraiment. Les trois constats qu'on a vus vont aller en s'accélérant avec un point tournant qui est la montée d'un des acteurs sur le terrain syrien, la montée du groupe État islamique, tout d'abord qui était un groupe en Irak, en anglais ISIL, donc en français l'État islamique en Irak et au Levant, qui était à majorité en Irak, mais évidemment on l'a vu dans la deuxième vidéo, l'État islamique avec d'autres groupes fondamentalistes, d'autres groupes extrémistes, voit qu'il y a un chaos qui se crée en Syrie, voit que l'État syrien perd du terrain et ça crée un vide. Là, la nature a horreur du vide. L'État islamique va entrer en Syrie parce qu'elle y voit une belle opportunité d'agrandir sa sphère d'influence et d'avoir beaucoup plus de mettre sa main sur des ressources précieuses pour asseoir son pouvoir. Et c'est là où l'État islamique va vraiment monter en puissance après 2014. L'État islamique qui avait surtout monté en puissance en Irak jusqu'à maintenant en 2014, suite au retrait américain d'Irak en 2011, avait profité de ce retrait pour vraiment s'imposer en Irak, même gagner des villes, capturer des villes comme Mossoul. Un groupe qui est majoritairement constitué de l'ex-garde rapprochée du dictateur irakien Saddam Hussein. Saddam Hussein qui était sunnite. Les dirigeants de l'État islamique vont eux aussi être des sunnites. En fait, cette ancienne garde qui était autour de Saddam Hussein en Irak, Saddam Hussein, évidemment, se fait renverser par les Américains en 2003. Bien, cette ancienne garde, qui avait beaucoup de pouvoir, beaucoup de ressources, beaucoup d'influence, elle a été mise de côté par les Américains pour reconstruire l'Irak. Elle va trouver dans cette organisation un terreau fertile pour faire avancer leurs intérêts. Et c'est pas innocent, si l'État islamique, c'est surtout du leadership est sunnite, ben la Turquie, l'Arabie saoudite et le Qatar sont des dirigeants sunnites. Donc, il va y avoir une entrée d'armes en Syrie dans les mains de groupes qui appuient cette triade, Arabie saoudite, Turquie, Qatar, mais aussi États-Unis. Et donc, ce groupe va monter en puissance très rapidement. 2014, 2015, vous le voyez sur cette carte, qui est en anglais, pardon, il va y avoir des très bonnes cartes sont en anglais, en vert, la zone qui est en vert, si vous regardez sur cette carte, et la zone qui est soit occupée ou soit où l'État islamique bouge d'un endroit à l'autre et n'a pas capturé complètement le territoire, mais c'est sa sphère d'influence où elle peut bouger. Pas totalement librement, mais
quand même une bonne liberté d'action. Vous le voyez, côté irakien, c'est une énorme zone où l'État islamique va être actif et mener des opérations contre l'armée irakienne. Ben, en Syrie aussi, on le voit, cette zone d'influence en 2014-2015 va s'agrandir de manière exponentielle. Eux, en fait, ils profitent du fait que l'État syrien est attaqué par l'opposition, a été chassé de certaines villes, ben eux vont s'incruster dans ces villes et la ville en Syrie, Raqqa, là, que l'on voit R-A-Q-Q-A, est cette ville où l'État islamique va y mettre son quartier général, ce qu'il a appelé la capitale de son califat, de son organisation. Pas innocent si l'État islamique va aller en Syrie. Vous le voyez sur la carte, la zone qu'il contrôle est à cheval entre l'Irak et la Syrie. En fait, il contrôlait des zones en Irak, mais là, en s'élargissant vers la Syrie, on peut élargir et en fait se carver littéralement un nouveau pays, une nouvelle zone contrôlée par ce groupe dans les deux pays et à cheval sur la frontière. Donc, on connecte deux zones où l'État islamique est actif et a de l'influence, et a un contrôle. Et l'État islamique, cette organisation, va monter en puissance. Ben, ça change la donne d'une manière fondamentale. États-Unis et Russie, jusqu'à maintenant, ils n'étaient pas dans le même camp. Russie appuyait Bachar al-Assad, et les États-Unis appuyaient l'opposition de manière indirecte. Ben là, la donne est changée de manière radicale. Les États-Unis n'aiment pas plus Bachar al-Assad que ça, ou l'État syrien. Ça n'a pas changé. Le Canada non plus. Mais on voit dans la montée de l'État islamique un danger immense et un danger qui se matérialise et qui augmente. On retourne à cette carte. L'État islamique, maintenant, avec cette expansion en 2014-2015, vient menacer les frontières de deux États souverains. Ça a le potentiel de reconfigurer toute la carte du Moyen-Orient. Et c'est pour ça que Canada, États-Unis, pays d'Europe de l'Ouest vont changer leur focus. Si avant c'était que Bachar al-Assad s'en aille, maintenant, il y a un risque plus imminent et plus dangereux, et c'est la montée de ce groupe État islamique. Et donc, on commence du bout des lèvres, parce qu'on a traité Bachar al-Assad comme on l'a traité presque de manière maléfique, on le décrivait comme l'antéchrist à peu près. Et là, on se rend compte que peut-être on a besoin de Bachar al-Assad, ou à tout le moins, s'il disparaît, ça va laisser le terrain grand ouvert à l'État islamique pour gagner encore plus de territoire. Et donc, pour l'Ouest, les États-Unis, par exemple, on est devant deux mauvaises options. Soit on laisse aller l'État, on continue notre opposition à Bachar al-Assad de manière active, et là, l'État islamique gagne plus de territoire. Donc, on est face à deux négatifs. L'Ouest, l'Occident, les États-Unis en tête vont se dire que Bachar al-Assad est la moins pire option, et ils vont tourner leur attention vers le groupe armé État islamique, qui aurait le potentiel de déstabiliser la région. On voit dans le groupe armée État islamique, un impact régional, on l'a vu, reconfiguration des frontières, mais aussi global. Si on se ramène à 2014-2015, c'est le début des attentats sponsorisés par l'État islamique à Paris, au Canada, aux États-Unis, en Europe de manière plus générale. Et donc, on voit qu'il y a des partisans de ce groupe qui sont un peu partout et qui mènent des actions violentes, ce qu'on a appelé des loups solitaires, qui menaient des actions individualisées, mais qui étaient des actions terroristes très fortes, dans des grandes foules. Et donc, qu'est-ce qu'on voit émerger en septembre et octobre 2014? C'est littéralement une reconfiguration de comment intervenir en Syrie. Jusqu'à maintenant, les États-Unis, par exemple, se disaient « on va vendre de l'armement à l'opposition, puis eux vont faire la job ». On se voit bien qu'ils n'ont pas fait la job, mais qu'aussi, il y a une grande partie de cet équipement qui a disparu dans la nature. On ne sait pas où il est rendu. On soupçonne qu'il y en a une partie qui est dans les mains des dirigeants de l'État islamique ou de combattants de l'État islamique. Il y en a un autre qui est dans les mains de l'opposition légitime à Bachar al-Assad. Et donc, les États-Unis, mais aussi les pays d'Europe de l'Ouest et le Canada, vont reconfigurer complètement l'intervention en Syrie. Maintenant, c'est pas Bachar al-Assad la cible, c'est ce groupe État islamique. Et donc, début septembre et octobre 2014, les États-Unis, avec le Canada, la France et la Grande-Bretagne, vont mener des frappes aériennes. Donc, on envoie des chasseurs pour faire des frappes aériennes contre des positions tenues par l'État islamique en Syrie et en Irak, mais surtout en Syrie, un petit peu en Irak.
Surtout les États-Unis vont complètement réorienter leur mission. Fini le programme de Title 50 où on vend de l'armement. Maintenant, les Américains vont débarquer sur le sol syrien, mais à un endroit bien précis qui est le nord-est de la Syrie. On retourne à la map. Le nord-est de la Syrie, comme vous le voyez, n'est pas touché par cette zone en vert. C'est une zone qui n'est pas sous le contrôle de l'État islamique, mais que l'État islamique voudrait bien aller capturer. Hein, donc, c'est une zone stratégique. Et donc, les États-Unis, on vient à ceci, l'administration Obama va ouvrir un nouveau programme qu'on appelle un programme de Title 10. Le programme de Title 10 n'est pas une opération clandestine ou secrète, c'est une opération publique et visible où les Américains vont envoyer plusieurs milliers de soldats pour entraîner des forces de l'opposition sur le terrain. Et donc, il y a des centaines, parfois des milliers de soldats américains qui vont aller, par exemple, appuyer les combattants kurdes qui se trouvent dans le nord-est de la Syrie. Ces combattants kurdes, eux, se battent désespérément contre l'État islamique. Ils ne veulent pas se faire envahir par eux. Mais la lutte est assez désespérée parce qu'ils n'ont pas l'armement et l'appui logistique nécessaire. Et donc, les États-Unis vont leur venir en aide pour se battre contre cet État islamique. Et ils vont être capables, avec ce programme de Title 10, de résister à l'État islamique en vendant de l'armement aux combattants kurdes, mais surtout en les entraînant à se battre contre l'État islamique. Et le Title 10, évidemment, est appuyé par une campagne aérienne, des chasseurs américains, canadiens, français qui bombardent les combattants du groupe armé État islamique. Donc, c'est une opération multidimensionnelle pour arrêter la progression, stopper l'hémorragie, arrêter la progression du groupe armé État islamique. Cette intervention-là, elle est cruciale à comprendre pour le reste de l'histoire. Elle ne fera vraiment pas l'affaire d'un voisin qui est la Turquie. Pourquoi? Et je vous donne cette carte ici. La Turquie a comme une politique de longue date de s'opposer aux organisations kurdes. Il y a un certain nombre de pourcentage de la population turque qui est de culture et de langue kurde, qui est une minorité ethnique et linguistique en Turquie. Comme vous le voyez ici, la tache là en turquoise, si on veut, c'est la distribution des populations kurdes dans la région. Ben, les Kurdes, il y en a des Kurdes qui vivent en Turquie, en Irak, en Iran et en Syrie. Eux veulent un État-nation. Eux veulent leur État indépendant. Mais on le voit bien, ils sont morcelés entre 4 et même 5 États souverains. Et donc, les Kurdes dans le nord-est de la Syrie se battent désespérément. Les États-Unis cherchent des appuis qui on pourrait avoir comme appui pour se battre contre l'État islamique, trouvent ces combattants kurdes dans le nord-est, ben on va les appuyer. Le gouvernement turc est furieux. Il réagit vraiment de manière très négative parce que tout appui à des combattants kurdes pour la Turquie est vu comme une menace. L'État turc a peur que le mouvement séparatiste kurde prenne de l'ampleur et les attaque et, à terme, se fasse un État souverain. Donc, tout appui à ces combattants kurdes est vu comme un affront par l'État turc. Turquie et États-Unis sont habituellement de grands alliés, ils sont dans le même camp, ils sont membres de l'OTAN. Il y a une coopération très serrée qui est entre eux, mais pour l'État turc, le fait que les Américains vont aller appuyer ces Kurdes dans le nord-est de la Syrie est une ligne rouge. Était une feuille de non-recevoir par l'État turc qui va protester de manière véhémente, mais qui ne peut empêcher les États-Unis d'appuyer les groupes kurdes qui se trouvent dans le nord-est de la Syrie. Et donc, on a affaire là à une grosse tension entre deux alliés, Turcs et États-Unis, dans cet appui. Mais il faut le dire, la menace était imminente à l'époque. L'État islamique gagnait toujours plus de territoire. Donc, la menace était réelle, si bien que la Turquie aussi voyait l'État islamique s'agrandir et s'agrandir. Ils sont très opposés à cet appui aux Kurdes, mais il faut un moyen d'arrêter l'hémorragie et d'arrêter le groupe État islamique. Et donc, les États-Unis vont faire cet appui au groupe kurde. Bien, évidemment, en réaction à ça, quelle va être la contre-réaction russe? Parce que les Russes appuient Bachar al-Assad et puis appuient l'État syrien. Ils voient la montée de l'État islamique comme une menace aussi existentielle. Et donc,
les Américains augmentent leur appui aux combattants kurdes, mais à l'opposition officielle sur le terrain en Syrie, bien, ça va amener une contre-réaction russe qui, eux, vont en remettre une couche et vont appuyer d'une manière beaucoup plus significative après ça leur allié Bachar al-Assad. Et donc, à partir de ce moment-là, on va avoir des opérations communes entre les troupes de Bachar al-Assad et les troupes russes. On va voir des envois de troupes massifs de l'État russe en Syrie pour appuyer le régime de Bachar al-Assad. Et la Russie va vendre la technologie très sophistiquée au régime de Bachar al-Assad, la défense des boucliers anti-aériens, un support aérien aussi russe avec leurs chasseurs pour protéger le régime et les infrastructures clés du régime. Et donc, qu'est-ce que ça amène? L'intervention plus significative de l'Ouest et des États-Unis, bien, ça amène une contre-réaction de la Russie qui, elle, embarque aussi. Et les États-Unis vont laisser ça aller un petit peu parce que on se bat contre le même ennemi ici. Là. On se bat contre l'État islamique. Russie et États-Unis ont un ennemi commun. Donc, on va laisser passer cet appui indéfectible, beaucoup plus grand de l'État russe. Ça va amener, par contre, à la même époque, en 2014, je sais que c'est un jeu très complexe, mais une escalade entre la Russie et l'Occident. On va voir que la Russie s'investit beaucoup plus en Syrie. Et ça va être ressenti très négativement par les États-Unis, par la France, par la Grande-Bretagne, par le Canada. Mais surtout, quel est le point qui va tout faire basculer cette logique? Bien, c'est un développement qui arrive à des milliers de kilomètres de la Syrie. En mars 2014, aux frontières de la Russie, l'Ukraine a une frontière commune avec la Russie, ben, il y a un mouvement qui renvoie le président ukrainien, qui était pro-russe, qui était un allié de la Russie, et la Russie va embarquer dans le conflit militaire qui se passe avec l'Ukraine en mars 2014. On la voit ici. Depuis lors, des tensions et des violences, il y a un conflit larvé d'intensité basse, mais quand même violent quand même, dans l'est, dans le sud-est de l'Ukraine, autour de Donetsk, Mariupol, ces villes dans ce coin-là, où la Russie va envoyer des ressources militaires pour se battre aux côtés de séparatistes pro-russes en Ukraine. Conflit très complexe. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que la Russie va s'impliquer de manière massive dans un autre État souverain. Et ça va être très mal accueilli par la communauté internationale, surtout les États-Unis et l'Europe de l'Ouest, vont appliquer des sanctions économiques sur la Russie et sur les entités russes qui participent à cette opération. Et donc, ce qu'il faut se retenir de cette période très trouble, c'est que l'Occident et la Russie s'éloignent davantage. Déjà, la Russie appuyait Bachar al-Assad. L'Occident voulait son renversement. Maintenant, ici, on a une escalade des tensions dans un conflit complètement très, très lointain de la Syrie, où le fossé entre la Russie et l'Occident s'agrandit au point où les sanctions vont faire très mal à l'économie russe après mars 2014. Mais la Russie ne peut pas arrêter. Elle va rester en Ukraine, ses intérêts fondamentaux y sont, mais ça va faire très mal pour la coopération en Syrie entre l'Occident, d'une part, et la Russie. Dans la quatrième partie, on va regarder comment le tout va se terminer, à tout le moins jusqu'à maintenant, et les développements futurs potentiels.